Salut les graisseux. Alors, début du deuxième épisode concernant le chantier qu'on a en cours sur ce Range Rover Sport TDV6 que tu as peut-être vu pour pas mal de vidéos, parce que j'ai racheté ça l'été dernier, j'ai fait pas mal de kilomètres et c'est le véhicule en fait que j'utilise moi pour la société en rendez-vous clientèle pour les professionnels pour ma société mecaconnect.com. Ici on va faire le point dans cette deuxième partie sur la progression, parce que tu vois, on a ici notre compartiment moteur qui est vide, hein, comme la dernière fois. Il y a eu un peu de travail qui a été fait à cet endroit-là. On a également notre moteur qui est ici par terre. J'ai quelques pièces qui sont également à côté. J'ai des pièces démontées là-bas. Je vais te montrer également tout ce qui est arrivé, parce que j'ai tout démonté, et puis on va inspecter et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. Et ça pourra peut-être servir également d'exemple et de prévention pour pas mal de personnes et possesseurs de ce moteur. Et on va regarder également les pièces neuves que j'ai reçues hier ou avant-hier. Il me manque encore un truc ou deux, mais on peut déjà bien avancer au niveau du remontage. Donc on va faire le point très rapidement sur tout ça. Et puis je vais te mettre également les progressions sur les différentes remises en état. Avant toute chose, je tiens aussi à vous remercier pour les commentaires que j'ai reçus lors du premier épisode. Parce que moi, le but, c'était vraiment de vous montrer le quotidien ici à l'atelier. Et merci, ouais, vraiment merci pour le soutien mental et moral que j'ai pu recevoir par vos nombreux commentaires. Parce que c'est vrai que c'est un chantier, surtout quand on ne décaisse pas, ou que c'est la première fois qu'on se lance dans ce genre de démontage et de remise en état, ça peut être assez impressionnant. Après, honnêtement, en y allant vraiment avec méthode et après l'avoir fait une première fois, je pense qu'après ça devient, je vais pas dire une balade de santé parce que ça reste quand même assez difficile d'accès, mais ça reste de toute façon un véhicule qui est, voilà, ça se démonte, c'est assemblé, ça se répare, les pièces sont vendues, il n'y a rien d'insurmontable. C'est beaucoup plus compliqué que pour des véhicules beaucoup plus simples et de conception, on va dire entre guillemets, plus rustique, mais voilà, ça se fait, il n'y a pas de misère. Autre chose également, c'est que on a vu, tiens, dans les commentaires, j'ai vu, on disait, ah, t'as pas eu de chance, c'est dommage, machin. Alors moi, j'avais pris les risques, hein, de toute façon, je savais que ce véhicule souffre au niveau du bas moteur. On a beaucoup de modèles qui sont quand même à vendre sur les sites d'annonces où il y a des problèmes moteurs, des moteurs cassés, des embillages complètement explosés, des blocs fendus, ce genre de choses. Donc c'est un problème qui est assez récurrent. Donc moi j'avais pris les responsabilités vis-à-vis de ça, parce que le véhicule a été acheté en connaissance de cause, et en fait quand le moteur a cassé, ça m'a pas tracassé plus que ça, parce que je savais que ça pouvait arriver. C'est arrivé, heureusement j'avais pas non plus revendu le véhicule à quelqu'un qui l'aurait peut-être cassé dans les mêmes circonstances que moi, et en pensant que peut-être il y avait un vice caché ou ce genre de choses, alors que c'est pas le cas. Donc quelque chose qui est finalement peut-être vu comme un inconvénient ou comme un épisode malheureux, pour moi je trouve que c'est du positif, parce que ça me permet non seulement d'apprendre au niveau du moteur, démystifier un petit peu tout ça, et puis on va dire remettre en état ce type de moteur. Ça permet d'apprendre au niveau de la conception, et ça permet aussi de remettre en état et d'avoir un véhicule qui va normalement repartir avec un potentiel qui va être rehaussé par rapport à un véhicule qui est vendu d'occasion, où on ne connaît pas forcément au niveau de l'état du bas moteur. Donc voilà, moi j'y vois que du positif. Après le côté financier, tout ça c'est accessoire. Quand on a acheté le véhicule à un bon tarif, en prévoyant qu'éventuellement ce risque-là pouvait survenir, qu'on pouvait avoir ce genre de casse, c'est pas vraiment un problème, et on va en profiter justement pour revaloriser le véhicule qui va repartir, et aussi se différencier éventuellement sur le marché si jamais je décide de le vendre dans plusieurs mois, ou après l'avoir éprouvé pendant pas mal de kilomètres, ou alors je le conserverai. Je sais pas, honnêtement je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce véhicule, parce qu'il présente pas mal d'avantages. Donc on va faire le tour de toute la progression, et puis j'espère que ça va t'intéresser. Alors la première des choses, c'est peut-être de s'intéresser ici au niveau du bloc. Donc je l'ai complètement désossé. Il reste encore, tu vois, la pompe ici haute pression
qui est commandé par la courroie qu'on a ici sur la culasse côté conducteur. Mais j'ai quand même bien démonté, et le but c'était vraiment d'aller tout vérifier, parce que comme j'en étais au niveau du démontage, au niveau du bas, tu vois, on a laissé les bielles en place, on a tout bien regardé, enfin j'ai tout bien regardé parce que je bosse tout seul sur ce truc. Voilà, donc j'ai tout laissé en place. Les bielles sont toutes nickel, donc on va pouvoir tout réutiliser, ça il n'y a pas de problème. Au niveau des paliers, côté bloc et tout ça, on n'a pas de problème non plus, et je vais te montrer après ce que j'ai récupéré dans les pièces démontées au niveau de l'équipage mobile. L'idée par contre, c'était quand même d'aller nettoyer tout le dépôt et le cambouis qu'on peut avoir vraiment tout partout. Tu vois, il suffit que je passe un petit peu le doigt au niveau des vallées ou au niveau des surfaces de blocs, et on va vraiment avoir un cambouis qui est présent et qui est très tenace, notamment ici, tu vois, là sur la pompe à huile. Tu vois, on a vraiment ce dépôt tout partout. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller pouvoir accéder à tout, nettoyer, et notamment au niveau des culasses. Donc j'ai défait également les cache-culbuteurs, les couvre-culasses, comme tu veux, pour accéder ici au niveau des arbres à cam en tête. Donc en niveau conception, on est sur un moteur, je te rappelle, donc la cylindrée c'est du 2,7 litres. On est en double arbre à cam en tête, d'accord. Et on a donc notre courroie de distribution ici en frontale qui entraîne à chaque fois l'arbre à cam, et après tu as une reprise via une chaîne et puis un tendeur ici dans chacune des culasses. Voilà, donc ici sur l'avant, ici sur l'arrière, qui va renvoyer également le mouvement à l'autre arbre à cam, d'accord. Donc j'en ai profité pour vérifier au niveau des poussoirs qu'on avait ici. Je vais pas y toucher, je vais les laisser, ils sont pas grippés. Donc on va laisser tout ça en place. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vraiment nettoyer à fond au niveau du cambouis qu'on peut avoir au niveau de ces culasses. Donc là, je suis allé chercher ce qu'il faut au niveau de l'essence, on va mettre ce qu'il faut en dessous pour tout récupérer, et on va rincer tout ça avec du nettoyant frein, et on va re-huiler tout de suite derrière avec une huile propre. Je ne l'ai pas fait trop vite parce que j'attendais les pièces neuves, et en fait il ne faut pas nettoyer trop vite ce genre de moteur, parce qu'une fois que tu as enlevé la pellicule de graisse qui protège de toute façon au niveau des usinages, des arbres à cam, tu peux te retrouver très vite avec de la rouille, de la corrosion, des piqûres qui vont arriver très rapidement sur les éléments. Et si ça reste ouvert trop longtemps, c'est pas bon. Donc moi je vais le nettoyer, et dans la foulée on va passer au remontage. J'en ai profité pour retirer également ici le système qu'on va avoir d'échangeur d'huile au niveau du support de filtre à huile, et on a également une circulation de liquide de refroidissement dans cet ensemble là. Donc on va en profiter pour nettoyer également au niveau de la vallée centrale ici, parce que tu as toujours des dépôts, et tu as pas mal de choses qui peuvent tomber à cet endroit-là du fait du positionnement du filtre à huile qui est ici au centre, et des personnes qui ont tendance à, quand elles font leur vidange, à dévisser et à ne pas laisser s'écouler l'huile qui est contenue à l'intérieur du filtre, parce qu'il y a un système de petits clapets qui permet le retour de l'huile qui est contenue dans le carter pour s'écouler au niveau du carter bas moteur. Et donc si tu n'attends pas suffisamment, ou si tout simplement le système de retour ne fonctionne pas bien, tu te retrouves avec toute l'huile qui finit ici au niveau de la vallée centrale, et ça peut être problématique. Donc on va en profiter pour tout nettoyer. Et puis après, voilà, j'ai vraiment tout démonté, et on a commencé également un petit peu au niveau du nettoyage. Donc tout ça, ça va être sauvable. Ça c'est quand même une bonne chose, parce qu'on arrive quand même à sauver le bloc, à sauver le haut moteur, à sauver les bielles. Et normalement, on va repartir uniquement avec les pièces neuves concernant l'équipage mobile et un vilebrequin. Et ça devrait faire l'affaire. J'ai commencé à faire un peu de nettoyage également, tu vois, ici au niveau des couvre-culasses. C'est une angoisse à nettoyer, tu peux pas savoir. Des trucs en plastique comme ça. J'ai vraiment passé pas mal de temps. Il y a un cambouis tenace là-dedans, mais il a fallu vraiment tout nettoyer. Notamment tout ce qui va être système d'admission d'air, parce qu'on avait un système qui était normalement monté d'origine avec de l'EGR, donc que tu peux avoir ici sur chaque côté de culasse, et ici l'EGR a été supprimé un peu de temps avant que je rachète le véhicule, mais malheureusement dans l'admission on avait quand même pas mal de cambouis, tout ça qui s'était accumulé. Donc j'en profite de tout sortir pour tout nettoyer et repartir avec un meilleur potentiel, et surtout des conduits d'admission qui vont être vraiment en meilleur état. Parce que si je te montre par exemple, alors on va regarder sur celle-ci par exemple,
Voilà, là on a le cache de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça peut ressembler quand tu les démontes. Et c'est vraiment immonde. Voilà, donc là tu devrais le voir au niveau de la mission. Donc c'est blindé hein, là-dedans. Voilà. Donc il faut s'amuser à tout gratter, vérifier qu'au niveau des clapets ici d'admission, bah, c'est pareil, que ça se bloque pas, que ça, voilà, que ça circule vraiment librement. Et j'en profite également pour nettoyer la totalité. Donc là tu es parti pour pas mal d'heures de nettoyage et de rinçage. On est contaminé vraiment tout de suite hein, là-dessus. Dès que tu touches un truc, c'est assez cracra. C'est la même chose également ici, tu vois, sur le boîtier d'admission d'air. Et donc là, tu as les plaques qui vont obturer pour le système d'EGR. Alors, si je peux te conseiller une chose, ça va être de travailler avec méthode un petit peu comme ce que je peux faire, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Et ce que je fais quand même des petits bacs qui me permettent de répertorier et d'isoler la totalité des vis des pièces par grande famille, on va dire. Donc là, tu vois, on va retrouver également les systèmes de faisceaux pour les bougies de préchauffage, ce genre de truc. Là, on est sur vraiment la partie haute au niveau du moteur. Et puis, je vais te montrer un petit peu les autres choses et on va s'intéresser également au niveau du vilebrequin que tu as ici sous les yeux et dont la casse est quand même assez impressionnante. Donc on va passer à notre responsable au niveau de notre casse. Alors on peut admettre que c'est quand même une casse assez impressionnante. Moi perso c'est là... Des vilos cassés j'en ai déjà vu. Mais ce qu'on peut noter c'est que je te mettrai à l'écran une petite capture. Comme quoi je suis pas un cas isolé. C'est une casse qui est connue des propriétaires qui malheureusement ont eu le tour également. Tu peux te retrouver avec des vilos comme ça cassés en deux. Alors souvent au niveau de ce palier ici, là, donc on sera sur le palier, on sera sur le troisième, ou au niveau du palier numéro 2 qui est situé là, d'accord. Donc tu as t'as le vilo qui se retrouve en deux morceaux, dans le meilleur des cas, et quand il reste en place et que ça continue de tourner encore un petit moment. Donc vraiment... Au moment où tu vas peut-être constater, si jamais tu entends quoi que ce soit qui se passe au niveau du bas moteur, moi ce que je te conseille, le moindre cliquetis, le moindre doute, tu arrêtes. Tu arrêtes de rouler, tu mets sur plateau, tu ramènes chez toi et tu inspectes par le dessous, tu défais bac à huile et tu regardes au niveau de l'huile ce qui se passe. Tu vérifies éventuellement les valeurs au niveau des injecteurs, tout ça, pour savoir un petit peu où tu en es. Si jamais parce que tu peux avoir une certaine similitude avec des bruits qui mettraient en cause un injecteur. Donc tu veux écarter cette piste-là. Et surtout, tu essayes de sauver le maximum de choses pour remonter ton moteur et épargner le maximum de pièces. Parce que si tu continues de rouler et que tu forces et que le bruit va s'amplifier et ce qui va se passer par la suite, c'est que tu vas avoir tout qui va baigner là-dedans, ça va commencer à prendre du jeu et tu vas te retrouver avec une bielle qui va lâcher, une bielle qui peut vraiment être explosée en 1000 morceaux, qui peut traverser le bloc, donc tu casses le bloc, tu casses les bielles et tu as en plus... toute l'huile qui est baignée avec la totalité des débris qu'on va trouver en provenance des coussinets qui vont se retrouver dans l'huile. Et la crépine va essayer d'arrêter les plus gros, mais il y en a quand même qui va passer. Donc après, tu te retrouves avec un bloc qui est inexploitable parce que tout a tourné avec une huile qui contient des débris métalliques, même s'ils sont, si c'est des coussinets, ça reste des débris qui sont assez tendres, mais des débris de vilo comme ça va être extrêmement abrasif et ça va vraiment mettre à mal la totalité des pièces mécaniques en mouvement, y compris arbre-à-cam. Donc après, tu te retrouves que même au niveau des culasses, tu peux avoir des arbre-à-cam qui sont inexploitables, tu as toutes les portées au niveau des paliers et tout ça qui dégagent, donc il n'y a plus rien de bon. Le mieux étant de s'arrêter le plus vite possible dès qu'on constate le moindre problème. Ce qu'on peut noter, c'est que au niveau de la conception, honnêtement, il y a clairement quand même un problème au niveau de la conception parce que tu vois qu'ici, il y a quand même une certaine fragilité. Il y a clairement un manque de matière. Donc, je sais pas, moi je suis pas ingénieur concepteur motoriste pour un constructeur, mais c'est quand même pas très, je vais pas dire malin, mais
c'est pas engageant, c'est flippant, quoi. C'est vraiment flippant, moi, quand je vois ça. Même si peut-être en fonction des matières, tout ça, on peut quand même aller rogner, ça reste quand même des moteurs qui en plus ont pas mal de couples à bas régime. Donc forcément, tu vas forcer sur tout ce qui va être équipage mobile au niveau du bas moteur pour reprendre à des bas régimes. Et s'il y a une certaine fragilité, c'est pas très malin d'aller utiliser des pièces qui sont, moi, à mon avis, un peu sous-dimensionnées. Alors le problème venant de la conception du moteur qui reste quand même très compact pour sortir avec cette cylindrée-là, ce nombre de cylindres, cette conception. Et c'est vrai que quand on démonte, tout est quand même bien imbriqué, les pièces les unes dans les autres. Ça passe avec très peu de tolérance quelquefois au niveau des jeux entre chaque pièce, les pièces qui sont en mouvement ou des pièces qui sont fixes. Donc c'est vrai que c'est un moteur qui est très compact. Mais finalement, ça se fait quand même un peu au détriment des matières et puis de la fiabilité. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Ce qu'on peut noter, c'est que j'ai démonté et que j'ai rangé la totalité des coussinets. Première chose, on va regarder au niveau ici, tu vois des coussinets de bielle. Donc tu as des coussinets de bielle qui sont différents suivant qu'ils soient montés côté piston ou côté pied de bielle. Tu vas avoir ces marques-là. Donc sur la totalité des bielles, tu vois, donc on voit en plus au niveau de la bielle qui était située ici le plus proche de notre cassure, c'est là où on a eu les marques les plus importantes au niveau des coussinets de bielle. Tu vas toujours retrouver cette usure-là, d'accord, sur la totalité en général des coussinets, et ça c'est sur le pied de bielle. Alors nous on a démonté, dans la semaine dernière, on a démonté 2 autres moteurs. À partir de... Alors, ils avaient dans les 200 000 km, ils étaient dans le même état. Hein. Au niveau des coussinets, c'était exactement pareil. Les coussinets de vélo, heureusement, il y en avait un qui était épargné. Je te montrerai parce que j'ai récupéré du coup un vélo d'occasion qui est en parfait état. Bon, victoire. Alors, là, le premier était quand même bien marqué aussi. Il n'est pas cassé, mais il fera une belle lampe de chevet, celui-là. C'est ça? Ouais. C'est un moteur qui est serré sur l'autoroute. Il a serré, c'était la misère. Et celui-là, il y avait une casse au linguet en haut moteur. Bon, ça va, il a cassé le haut, il n'a pas cassé le bas. C'est déjà ça. Ça a fait fusible là-haut. Ouais. Ouais, le premier qui laisse tomber ça est un homme mort, putain. Ça se vend le prix de leur fin en fait. Tu crois pas? Bon. Ouais, peut-être au kilo, je sais pas. Tu vas voir. Bon, du coup. Ça, c'est celui qui est serré. Ouais, il est triste, hein, celui-là. Et après, celui-là, non, mais celui-là, il était vraiment propre quand même à l'ouverture. On a quand même tout remis. Et puis, les coussinets. Coussinets de bielle, je sais pas si c'est ceux-là ou pas. Ils sont marqués toujours pareil, quoi, sur la bielle, côté piston, toujours. Par contre, les coussinets de vélo, ils étaient nickel. Hein. Les 4. Les 8. Les 8, ouais. Les 4 paliers, ouais, ils sont tous comme ça, bien propres. En kilométrage, t'étais à combien sur celui-là? 200, peut-être 240, peut-être 220 ou 240. Bon, ça va, il me reste un petit peu de potentiel avant de le casser en deux. 100 000. Ouais, 100 000, tout casser. Rêve. Bon, non, ça part sur du coussinet neuf, je pense. Ouais, on va voir, on va faire ça au mieux. Et puis à chaque fois, le problème, c'est qu'on a trouvé des pompes, les pompes à huile, elles sont toutes d'origine à chaque fois. Et ouais, elles sont immondes. Donc tu vois, comme je te disais, celle-ci là qui casse là, avec le galet tendeur, et celle-là, elle est ouais, c'est une 2005 celle-là. Et l'autre en dessous de 2006, donc elles datent des blocs. Donc ouais, la distrib a changé à chaque fois. Bon je vais rehuiler ça jusqu'à demain. L'avantage c'est que y a la piste magnétique qui est dessus, donc et puis ça fuyait pas, donc je vais remonter comme ça. Sinon il faudrait, toi tu l'as pas l'outil pour la remettre la piste, la centrée. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un truc en 3D ou je sais pas quoi ou. Bon, mieux c'est de pas y toucher. Ouais, ouais, c'est pas faux. Problème, hein, parce que s'imagine qu'il touche, si c'est mal fait, t'es obligé de rouvrir. Si tu les remets mal, après il faut avoir l'outil ou alors faire un outil exprès. Tu sais, tu pourrais peut-être modeler un truc. Ouais, là au moins t'es sûr. C'est pas pour le joint spi, de toute façon je vais mettre une huile plus épaisse aussi, donc ça va le faire. Bon allez, on embarque. Mais au niveau des coussinets de bielle ici, c'était marqué de la même façon. Et on m'a également témoigné dans des commentaires et puis sur Facebook, tout ça, dans des groupes,
que même à 150 000, ça avait déjà cette allure-là. Donc on va pouvoir en tirer quelques enseignements quand même. Après, pourquoi c'est marqué de cette façon-là? Alors ça, c'est dû avec le coup que tu vas avoir au niveau de ton piston, hein, quand tu as ton explosion qui est faite, et en fait le coup, la puissance, elle est toujours répartie au niveau de la bielle à cet endroit-là pour la rotation, et c'est dû au fait que tu vas avoir des bielles qui ont cette forme-là, tu vois. D'accord? Donc si tu veux, ton pied de bielle, il est monté, il n'est pas monté droit, il a un certain nombre de degrés d'inclinaison, ce qui fait que bah, voilà, tu as toujours cette surface-là de contact, et que tu répartis ta force de descente de piston à cet endroit-là, ce qui explique la marque. D'accord? Donc ça, on met de côté, et après ici, on va avoir au niveau des paliers. Alors les paliers, si on n'avait pas eu ce problème de casse, ils étaient encore relativement, je vais dire, corrects pour 300 000 km, parce qu'en plus ils sont d'origine. Alors ici, moi je les ai rangés, donc palier 1, 2, 3 et 4. Donc le 4, où tu vas retrouver les petites demi-lunes qui règlent, enfin qui font au niveau de ton jeu latéral, donc ton vilebrequin qui va bouger dans le bloc d'avant en arrière, hein, comme ça, d'accord? Ce qu'on peut constater, c'est que de toute façon, on n'a aucun jeu latéral qui s'instaure dans ce bloc, même après beaucoup de kilomètres, hein, tu vois, on a vraiment des demi-lunes qui sont en parfait état. Donc ça, ils ne sont pas sujets apparemment à du jeu latéral. Et les deux autres qu'on a démontés, c'était dans le même état également. Au niveau des paliers, tout ce qu'on va constater, c'est que voilà, ici, côté bloc, bon, tu as le trou pour le graissage. D'accord? Voilà. Et côté chapeau du palier qu'on a ici, qui sont là. Hein, j'ai tout répertorié, tu vois, ils sont numérotés, hein, tu retrouves le numéro gravé dessus, ici. Donc côté chapeau, par contre, là, ils sont en mauvais état, comme d'habitude, là sur le palier qui nous intéresse, ce palier qui s'est brisé, donc le palier numéro 3, tu vois, il a quand même bien dégagé, heureusement, j'ai pas roulé trop longtemps, donc on a quand même la matière, voilà, qui a commencé à être emportée, et c'est ça qu'on retrouvait, cette matière-là, et cette matière-là, ici, qui manque, voilà, et bien ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans notre bac à huile. Voilà. Après, au niveau du palier numéro 4, bon, ça a suivi, hein, quand ça a commencé à casser, les marques ont été faites sur les quelques kilomètres en question, et là, sur le palier numéro 1, qui est relativement correct, il a un tout petit poil d'usure, mais il n'y a rien d'alarmant à ce niveau-là. D'accord, donc si on peut en tirer une conclusion peut-être assez rapide, c'est que quand tu vois l'état au niveau des coussinets, ici, je pense qu'un entretien préventif aux alentours des 150 000 à 200 000 km, une dépose moteur, un changement des coussinets et puis une vérification ici au niveau de l'équipage mobile, ça sera à mon avis pas un luxe pour dire d'attaquer sereinement les 150 000 prochains kilomètres, tu vois, et dire de éventuellement sécuriser et conserver le moteur d'origine le plus longtemps possible, parce que il y a quand même un problème de conception et un problème également au niveau de la pompe à huile. Ça, je vais te montrer également par la suite ce que j'ai trouvé sur celle-ci. Je vais te montrer les deux différents modèles, celle qu'on avait d'origine et celle que je vais monter en remplacement. Mais si tu as un petit peu de jeu qui s'instaure ici, tu vas avoir également une chute, ça va contribuer à la chute de pression d'huile. Et on sait qu'au niveau conception, le point faible sur ce moteur-là, c'est quand même la pompe à huile qui met du temps à s'amorcer. Donc quand tu as tendance à utiliser le véhicule, même tu le coupes au soir et le lendemain matin tu redémarres, et il y a toujours un temps quand même de réamorçage. Et on peut avoir également des problèmes par rapport aussi au capteur de pression d'huile qui est situé ici. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que ce capteur-là, en général, quand le voyant se déclenche, tu es à 0,3 bar. C'est son seuil de déclenchement. Donc, autant dire que il est déjà bien tard, parce que pour aller graisser en plus sur des conceptions comme ça, où tu as besoin de pas mal de pression au niveau des culasses, vu que tu as les arbres à cam en tête quand même, tu as besoin de plus de pression que sur des moteurs qui sont de conception plus ancienne, où c'est culbuté. Et puis finalement, dans le haut de la culasse, il y a moins d'efforts et puis de contraintes. Mais donc cette sonde, autant dire qu'elle sert quasiment à rien. Et quand ça s'allume à 0,3 bar, c'est pas terrible. Donc l'idée, ça serait certainement
d'aller monter une sonde qui nous permet de vérifier en continu et d'avoir un manot qui nous indique vraiment la pression et être certain qu'on a toujours une bonne pression au niveau du fonctionnement et ne pas faire de route si on n'a pas la pression suffisante pour pas aller forcer sur les éléments mécaniques. Alors je continue concernant la pompe à huile. Donc tu vois, celle-ci je l'ai ouverte, hein, on retrouve toutes ces vis qui sont ici. En réalité, elle a pas d'usure plus que ça, tu vois, c'est pas dramatique ici au niveau de ses appuis. Tu peux éventuellement, c'est vérifier ici au niveau des mesures que tu es toujours dans les tolérances. Là, tu as ton clapet de décharge, je crois qu'il est à 4 bars celui-ci. Et là, tu as ton usinage. Donc là, tu vois, tu es en bout de vilebrequin. Et tu as ce système-là donc qui est en rotation pour amener la pression, la faire ressortir ici. Donc moi, j'ai tout ouvert, hein, j'ai tout regardé. On a regardé même dedans. Je vais te montrer un petit peu. De toute façon, celle-ci, moi, je la réutiliserai pas. Tu vois, elle n'a pas de marque plus que ça. Elle est relativement correcte. En revanche, elle a quand même ce problème, c'est qu'elle est d'origine. Elle est de première monte. Elle est de 2006, celle-ci. Et on est encore sur l'ancienne conception. C'est pas grave, de toute façon, on va l'acheter. On est encore sur l'ancienne conception. Je vais te montrer ici, tu vois, elle n'est pas encore renforcée parce que tu peux avoir également des problèmes de casse sur ces carters-là. Où là, tu as ton galet tendeur au niveau de la distribution et on a vu pas mal de modèles qui cassaient parce qu'en fait, tu as une tension mécanique qui s'exerce ici à cause du tendeur après le vilebrequin, en fait, hein, on est très très proche. Et sur la conception de la nouvelle pièce, c'est pas usiné de la même façon et tu as vraiment un renfort ici qui permet d'éviter justement cette casse. Parce que là, quand tu as une casse qui est faite à cet endroit-ci, ta distrib elle part complètement en sucette et puis en général, suivant les vitesses, le régime moteur où tu vas être, tu vas tout broyer, hein. Tu vas avoir tout qui touche au niveau du haut, ou alors tu vas avoir des poussoirs qui vont faire fusible entre guillemets, mais tu vas avoir normalement des gros dégâts quand même. Donc ça, c'est vraiment la pièce à changer en priorité. Je pense qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'historique sur ce type de moteur, vous êtes propriétaire de ce genre de machine, la distrib, il faut vérifier qu'elle a été faite. Et quand on fait la distrib, on change la pompe à huile, on ne cherche pas. Et si vous n'avez pas d'historique, ou si vous êtes encore sur un ancien design et tout ça, c'est vraiment la pièce à changer en priorité pour dire de sécuriser quand même la vie du moteur. Ça vous coûtera toujours moins cher que d'avoir des frais plus importants une fois que vous avez une casse qui est quand même souvent assez impressionnante à cause de ça. Enfin, la pression d'huile dans un moteur, c'est quand même l'un des éléments les plus importants pour la survie du moteur. Donc on va les regarder au niveau des pièces neuves, on va les mettre côte à côte, je vais vous montrer un petit peu les différences. Je termine avec tout ce que j'ai ici au niveau de mon plan de travail. Donc on a notre couronne crantée, bon ça il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que je vais préparer également la boîte de vitesse. Et là, on a tous nos systèmes. Donc là, j'ai mes injecteurs qui sont ici. J'ai tout démonté et j'ai répertorié. On a nos rampes. Voilà, donc je vais en sortir un. Voilà, donc nos injecteurs, je les ai sortis. Ils ont été sortis il y a très peu de temps, donc moi je vais les stocker pour éviter qu'ils s'oxydent d'ici le remontage, même si on va aller très très vite. Et une chose à partager, c'est que ici j'ai eu une casse. Hein. On a des petits clips ici, tu vois, au niveau des retours d'injecteurs. Voilà, et là j'en ai un qui a cassé. Donc moi, d'après ce que j'ai lu, ce qu'il faut faire également, c'est prévoir de remplacer aussi, voilà, cette pièce-là qu'on va avoir ici. Donc ça, c'est notre système de retour d'injecteur. Donc tu vois, tu as voilà, des petits systèmes plastiques comme ça. Même s'ils paraissent toujours bons, moi je vais le changer parce que apparemment tu peux avoir des problèmes de casse. Surtout que j'y ai trifouillé un petit peu, donc ils se sont peut-être un peu fragilisés. Ils ont du kilométrage, c'est une pièce essentielle et moi j'ai pas envie que ça casse et me retrouver avec du gasoil sous pression qui risque de faire un départ d'incendie, parce que ça on en a vu, hein. Donc on va changer également cette pièce là. On repartira propre comme ça. Et puis ici tu vas retrouver les autres pièces, hein, que j'ai stockées. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire des petits sachets comme ça et de marquer à chaque fois à quoi ça correspond, parce que tu vas te retrouver avec un tas de visseries
Il va se passer, il suffit qu'il se passe une semaine et tout ça, et tu as perdu, enfin mentalement, tu sais plus où ça va. Donc voilà, on a fait le tour normalement de toutes les pièces qui sont démontées. Je vais te montrer ce que j'ai récupéré en pièces de remplacement, et je vais te montrer également les pièces neuves. Alors ici au sol, on va retrouver tout le système que j'ai récupéré sur le Disco 3, donc je te mettrai une petite capture. Bon, alors là-dessus, il va me falloir... Bon, attends, on va passer là. Ouais, ça, faut ça. Ça. Putain, il est propre. Waouh. Putain, sans déconner, il a moins de rouille que le mien. Putain, je suis écœuré. Voilà, donc ça provient de l'épave. L'avantage étant que tout est nickel. Donc on va nettoyer tout ça, en mettre en place. On a de la visserie également. Et on a notre vilebrequin de remplacement. Je te mettrai également quand on a démonté pour la récup. Et TDV6 dans sa forme la plus conventionnelle. Voilà, donc le but c'était déjà de mettre ça de côté. Avec ça, normalement, je vais pouvoir m'en sortir pour continuer notre montage à l'intérieur du compartiment moteur qu'on a là. Et on va parler tout de suite des pièces neuves que j'ai eues il y a 2-3 jours. Alors, plusieurs choses. On va parler déjà au niveau tarif. Là, il y en a pour 630 ou 650 € à peu près avec la bande thermique qui est là. Et normalement, on a fait le tour, on a vraiment le nécessaire pour remonter. Donc les choses les plus importantes, c'est que on va avoir les coussinets en cote standard. Donc là, on a nos coussinets neufs de vilebrequin. Voilà, donc, tu vois, côté bloc et ici côté palier. Et on va avoir également nos coussinets de bielle, voilà, qui sont ici. J'ai le joint spi ici en frontal, j'ai les deux joints ici de cache-culbuteur de couvre-culasse qu'on va avoir. J'ai pris un filtre à huile neuf pour tout le ramorçage de circuit et puis repartir avec une huile neuve, filtre neuf obligatoire. J'ai mon joint ici inférieur au niveau du carter, carter inférieur de bloc. On va avoir également notre pompe à huile, on va en parler un peu plus en détail, je la reprends tout de suite après. Et j'ai pris également le système ici pour la boîte de vitesse. Donc on va retrouver la totalité nécessaire, tu vois, avec la crépine. Voilà, crépine intégrée, il y a tout le nécessaire. Au niveau tarif, on était en fait en prenant de chez ZF directement par rapport à un fabricant de seconde monte, on était à la limite même inférieur. On est sur de la qualité et la pièce d'origine. Elle était extrêmement bien placée parce que je dois être dans les 90 €, je crois, un truc comme ça pour l'ensemble. Je te redonne la référence si tu es équipé de la même boîte. Voilà, donc c'est celle-ci, donc chez ZF on est à 1068 298 083 009, d'accord. Donc pour la boîte de vitesse automatique crépine intégrée directement dans le carter. Et là on retrouve ici notre pompe à huile de seconde monte, de remplacement, avec ici on doit, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en plus? Ils nous ont filé le joint spi en frontal, donc je vais l'avoir 2 fois. Ok, c'est pas grave, j'en aurai un d'avance et j'en ai profité pour la sortir quand même. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Attends, je te reprends tout de suite. Voilà, donc déballage. Et donc là on a notre pièce neuve de remplacement. Je vais la prendre avec moi, je vais te montrer en comparaison de la pièce qu'on a trouvée au démontage et tu vas pouvoir déjà voir les différences au niveau du design et de la conception. Alors je vais reprendre cette partie là. Voilà, donc quand on les met côte à côte, je t'ai sorti le pied à coulisses également parce que tu vois sur l'engrenage qu'on a ici, celui-ci de mémoire il doit être à 13 et tu peux trouver des pièces où au niveau de l'usinage on a plus de capacité. Donc sachant qu'il y en a certaines qui ne se montent pas, donc moi je suis reparti sur normalement un truc d'origine. Je vais reprendre mes mesures, donc ouais, on est à 13, 130 ou 135 à peu près. La grosse différence, comme je te disais, c'est ici au niveau du renfort. Donc pour le galet tendeur, tu vois, celle-ci elle est bien renforcée à cet endroit là, donc au niveau du stress ça va normalement encaisser beaucoup mieux
que sur celle-ci qui, comme je t'ai dit, qui risque de casser ici. Donc là on est sur les montages des vraiment déjà des seconds modèles, entre guillemets, ça va être du système renforcé. Voilà. Et après au niveau du joint, bon bah voilà, ça se passe bien à ce niveau là. Je vais vérifier, c'est après ici au niveau des mesures que tout est bien correct. Je vais tout vérifier au pied à coulisses. Par la suite, je vais peut-être même à la limite le démonter de là. Je vais tout inspecter. Je vais vérifier également les jeux à la coupe, au niveau des appuis, tout ça. Avant de la monter, être vraiment certain de ne pas avoir de problème avec ça. Donc ça, c'est vraiment la pièce, à mon avis, la plus importante. Et ça, il ne faut pas faire d'impasse du tout sur le montage. Et il ne faut vraiment pas hésiter à les remplacer. Et je vais regarder pour me pencher sur le système pour avoir l'information via un mano ou ce genre de choses. Ça, c'est absolument indispensable également pour la bonne santé du moteur et rouler surtout l'esprit serein. Alors une chose importante également, c'est que j'ai acheté de la protection thermique d'échappement comme ça en bande, parce que j'ai également là-bas au fond, alors on va y aller, la partie collecteur ici et tube d'échappement qui repasse au niveau de la cloche de boîte de vitesse, et j'ai vu qu'il y avait des endroits où ça demandait à être un petit peu revu, parce que tu vois c'est un petit peu de kilomètres, donc je vais remballer ça comme il faut avec de la bande thermique d'échappement, et puis j'en profiterai pour nettoyer également tout ça. Donc là je vais être vraiment sur le nettoyage, la préparation de la totalité des pièces pour remonter le bloc le plus propre possible. Donc là voilà, je mets vraiment tout de côté, on nettoie, des journées entières à nettoyer pour dire d'avoir tout bien propre. Et ici au niveau du compartiment moteur, tu vois, j'ai avancé, j'ai terminé, j'en ai profité pour gratter toute la rouille qu'on pouvait avoir et qui était visible lors du premier épisode au démontage. Donc voilà, tout a été piqueté, tout est là ici par terre, je ramasserai ça plus tard. Et je te remettrai les différentes étapes, hein. Donc j'ai eu du grattage, j'y suis vraiment allé à la brosse, je suis retourné sur le métal sain. Bon alors, suite du boulot, j'en ai profité pour tout dégraisser hier, donc on a fait un petit lavage. Et puis j'ai tapoté tout ce qu'on avait ici en dépôt de rouille, et donc voilà, tout est là au niveau de la rouille. Mais c'est important d'avoir un compartiment moteur où j'ai envie de travailler dans un environnement qui soit un peu plus propre quand même. Et là, vu que tout est démonté, c'est quand même le moment idéal pour le faire. C'est pas pour 1 heure ou 2 de passer, ça va être bien investi à mon avis. Donc là, on a tapoté tout ce qu'il y avait ici en frontal, donc on est sur le métal sain, hein, ça va aller. Je vais finir de tout nettoyer, un peu comme ici, tu vois, là où on a notre partie de notre traverse ici qui revient derrière le pare-choc. Donc là, on va passer la petite demi-heure là qui suit à tout décaper, et puis je passerai un petit coup d'acide phosphorique qu'on laissera agir pendant entre 12 et 24 heures, et puis derrière on fera un rinçage, passivation à l'eau, on laissera sécher et on mettra une petite peinture pour dire d'avoir une finition qui soit nickel. Bon voilà, donc ça y est, ça a été appliqué. Alors si on me demande ce que je mets d'habitude, voilà, je mets ça, destructeur de rouille. Le lien n'est pas dans la description. Et on va le laisser agir. Et puis j'en ai profité pour faire la traverse arrière, voilà, enfin la traverse centrale plutôt, là. Et pour ce qui est des petites pattes et tout ça qu'on a ici, ça va être démontable par la suite. Donc je le ferai par la suite, et je le ferai comme celle-ci là, avec ma sableuse directement. Par contre, passer la sableuse à cet endroit-là, c'est pas le truc à faire, hein. Donc ça peut paraître, en fait ça c'est des petites méthodes qui permettent de remettre un petit peu plus propre et puis de stopper le problème. Mais c'est pas un traitement de fond comme on peut avoir quand on refait des châssis. Avec une vraie sableuse et tout ça, mais là ça implique de tout démonter. Donc sur ce type de véhicule, je pense qu'il va se passer encore quelques années avant qu'on voit arriver vraiment des chantiers de grosses restaurations où on a le châssis par terre et qu'on reconstruit, et donc on prend des châssis. À la limite, je me demande même si des châssis galvanisés, passer au sablage et galvanisé par la suite et tout ça, on en verra peut-être arriver aussi une fois qu'on aura vraiment contourné tous les problèmes, et puis qu'on sera vraiment dans les upgrades, c'est-à-dire toutes les années passées, en général, on se rend compte que au bout de 15-20 ans,
25 ans, on a souvent traité la majorité des problèmes sur tous les véhicules et on trouve des kits de seconde monte, donc soit pour des swaps, pour des améliorations, pour contourner vraiment tous les problèmes qu'on peut avoir sur les véhicules, et puis on part sur des reconstructions et souvent ça peut donner des résultats intéressants. Ça fait un petit peu penser finalement à ce que je fais là sur mon classique là, qui est ici, où voilà, au niveau du châssis, moi celui-ci était par terre. Et puis voilà, on a un châssis qu'on peut sabler, repeindre, ou alors après faire en galva. Donc voilà, allez, on se remet là-dessus. Moi je m'en remets sur la suite de la préparation. Mais de ce côté-ci, c'est bon, on va laisser sécher. On a fait un traitement à l'acide phosphorique, j'ai eu de la peinture et puis j'ai terminé avec un revêtement anti-gravillon là que j'ai mis il y a déjà quelques jours. Tu vois, c'est bien sec. On va en profiter pour changer les durites là qui sont accessibles et qui sont quand même en très très mauvais état, par celles que j'ai récupérées sur l'épave là qui sont quand même très très bien. Il n'y a pas de problème, on va mettre ça en place. Et là au niveau du traitement anti-gravillon, donc je te remettrai les petites étapes peut-être en accéléré. Et là voilà, donc le résultat final c'est ça. On a tout mis, j'ai tout mis à l'anti-gravillon. Surtout ici au niveau de la traverse en frontale, parce que ça va être la plus exposée, et également la partie ici des sous-bassements. Donc là c'est vraiment nickel, c'est propre, ça fait plaisir. On va pouvoir remettre ça dans un compartiment qui est clean. Donc là voilà, on a fait le tour. Ce que je vais faire maintenant, je vais me remettre sur le remontage, donc nettoyage, énormément de nettoyage. Au niveau des tarifs, je vous ai donné à peu près ce à quoi ça correspond, où est-ce que j'en suis. Donc c'est pas, honnêtement, c'est pas si violent que ça, parce que je m'en sors bien avec la pièce d'occasion. Le Vilo, moi je l'ai touché en pièce d'occasion. Il n'y a pas de garantie dessus, tout ça, parce que par rapport à un Vilo neuf, où là c'est quand même un peu plus conséquent, on est dans les... je crois qu'on va tourner dans les 800, 900, voire 1200, 1003 quelquefois, suivant les fabricants ou les matières qui sont utilisées. Je ne me suis pas penché dessus plus que ça. Donc moi, voilà, je suis parti sur un remplacement en pièces d'occasion, ce qui permet quand même de bien diminuer au niveau du coût de la blague, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, on va tout nettoyer. Je vous ferai de toute façon une budgétisation finale de cette révision complète. Parce qu'après il va y avoir tous les fluides, tout ça c'est pareil, ça va venir s'additionner. Si on met des fluides de qualité, comme là on va en profiter pour la boîte de vitesse, on va tout vidanger, on va vider le convertisseur également, donc on va vite se retrouver avec des quantités d'huile où on va monter à 10, 11, peut-être 12 litres je sais pas, je vais regarder les contenances, mais ça doit être à peu près ça. D'huile qui sont pas données à tarification au litre, hein, donc ça fait vite monter la note aussi quand on additionne tous les fluides. Donc voilà, là je me remets au nettoyage et puis ça suit son cours. Alors, petit détail également concernant les coussinets. Ici, on a notre palier qui est démonté. Moi, au niveau du remontage, je vais me contenter de remplacer la totalité des coussinets et donc vérifier tout ce qui est équipage mobile. Mais je ne vais pas pousser plus loin au niveau de rectification éventuelle de palier ou de portée, ce genre de choses, parce que j'ai pas eu de coussinets qui ont commencé à tourner au niveau de mes logements, que ce soit dans la partie bloc ou dans la partie ici du chapeau, du palier, quoi. Parce que ce bloc là malheureusement il est sujet à ça aussi, donc on peut se retrouver avec, voilà, je vais prendre par exemple ce coussinet là, si tu es côté bloc, on peut quelquefois les trouver au démontage avec des coussinets qui ont commencé à tourner dans leur logement. Alors ça pose problème dans la mesure où au niveau de l'usinage du bloc, on a ici notre trou de graissage. Bon, on va prendre par exemple le palier ici numéro 1. Donc on a notre trou de graissage situé côté bloc, on a notre coussinet qui est monté, voilà, en place. On s'arrange pour le mettre au montage bien bord à bord et venir le coiffer au niveau de son chapeau par la suite. Mais comme tu peux constater, c'est que il n'y a pas de système d'ergot comme sur des moteurs, on va dire, de technologie un peu plus ancienne ou de conception un peu plus ancienne. Je sais pas pourquoi, hein. Les constructeurs maintenant ils sont amusés à supprimer ça. Avant on avait le petit ergot qui empêchait justement, quand on venait coiffer avec le palier, d'avoir notre coussinet qui puisse éventuellement tourner avec les années. Donc là moi ici tout était toujours bien en place, donc il a pas d'usure en théorie. Le problème étant que si tu as les coussinets qui commencent à tourner comme ça, tu vas comprendre que voilà, admettons il va finir comme ça au démontage, et puis tu as la partie qui est située dans le palier ici côté chapeau qui va venir descendre également et remplir
voilà l'emplacement qu'on a là. Le gros problème étant que bah, ça obstrue le trou de graissage. Voilà, donc tu n'es plus en face au niveau du graissage, donc tu n'as plus de graissage au niveau de ton centre de ton coussinet, et le serrage se fait très très rapidement, tout dégage très vite. Donc là, moi ce bloc là il n'était pas concerné, mais c'est une faiblesse également je pense au niveau conception. Enfin c'est pas l'idée du siècle hein, non plus. Donc c'est pour ça aussi que si tu veux, sur le remontage, moi je suis pas parti sur l'option de remettre en plus un vilebrequin neuf qui soit forgé ou ce genre de choses, parce qu'on peut très bien avoir cette option là qui peut être envisagée. J'ai vu que ça se vendait chez les Anglais, tout ça, ils ont ça, des vilebrequins forgés qui seraient à mon avis quand même beaucoup plus costauds pour encaisser, mais ça supprimera pas de toute façon le problème des coussinets à terme qui peuvent également tourner. Donc en fait moi je vais à minima en remplaçant par de la bonne pièce, en remettant en état, et pour dire de récupérer un potentiel sans pour autant faire grimper la note avec toutes des pièces qui vont être, on va dire, upgradées. Mais de toute façon, tu supprimeras pas des défauts de conception. Enfin, moi, ce que j'appelle des défauts de conception, c'est complètement stupide, hein, parce que faire un petit ergot ou tout ça, ça aurait été quand même... ça aurait pu justement sécuriser ce graissage, quoi. Donc voilà, s'il y a des choses à améliorer, en tout cas, tout en restant plus ou moins d'origine, c'est déjà de toucher à la pompe à huile, ça vérifier, il n'y a pas de problème, partir sur le design plus renforcé, regarder au niveau des viscosités, tout ça, on en parlera peut-être par la suite, monter également un témoin et puis une jauge qui nous permet d'avoir vraiment avec un mano la pression exacte qui est contenue, enfin qui est exercée, et que la pompe va débiter en temps réel pour vraiment vérifier ça. Et puis après, bon ben voilà, le Vilo, moi je te dis, je vais repartir avec une pièce d'occasion. Il y en a qui sont bons, il y a des moteurs où on a des gros kilométrages, avec un entretien qui est correct, hein, voilà, mais il y en a qui ont dépassé les 400-500 000 km avec un Vilo d'origine, donc peut-être qu'il y a des Vilos qui sont plus ou moins, on va dire, bien usinés, où il y a moins de défauts dans le métal, je sais pas. Et il y en a d'autres qui cassent très vite. On en a vu qui sont cassés à 50-60 000 km, 150 000, 200 000. Donc c'est un petit peu la loterie quand même. Moi, le mien, il a quand même fait 300 000. Potentiellement, là, j'en ai récupéré un qui a fait 200 et des 1000 km. Donc je pense que de toute façon, s'il avait dû casser, il aurait cassé. On va remettre ça en place et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu la politique que j'ai choisi d'adopter pour la remise en état au niveau de ce moteur. Donc là, moi, je me remets au niveau du nettoyage et puis on continue le remontage. Bon, donc on va en rester là pour cette vidéo. C'était important que je te montre vraiment la totalité des pièces et de faire vraiment, on va dire, une mini autopsie de la conception et des différentes pièces qu'on avait. Là, je te donne un petit aperçu de ce qui se passera dans la prochaine. Donc là, j'en suis en plein nettoyage, tu vois. Donc là, on a nos culasses vraiment poisseuses, tu vois, tous les conduits, tout ça, tout est blindé au niveau de résidus de combustion qui sont renvoyés par les EGR dans les conduits d'admission. Donc comme j'ai supprimé ça, c'est le moment idéal pour les mettre bien propres, et tu vois, j'ai tout nettoyé. Donc je passe mon temps là à aller tout gratter et à tout nettoyer également au niveau des culasses. Donc voilà, il n'y a que le nettoyant frein, essence. On a nettoyé également une petite partie de la vallée centrale. Je vais peaufiner mon nettoyage. Et puis après on va attaquer ce côté-ci. Et sur l'arrière, je suis en train de nettoyer également au niveau vraiment du bas moteur. Ça va aller beaucoup plus vite pour nettoyer. On n'a que la partie qui est ici qui est un petit peu plus cracra. Mais voilà, on va préparer au niveau des bielles, vilebrequin. Donc à la prochaine vidéo, on est sur le remontage. Et puis normalement ça devrait être assemblé à la fin de la prochaine vidéo si tout va bien. Et puis on va essayer de remettre ça dans le véhicule et de faire reprendre la route. On croise les doigts en espérant que on aura fait le nécessaire et que ça reprendra la route le plus longtemps possible. Allez, à plus. Ciao les graisseux. Et souhaitez-moi bon courage. Je repars là-dedans. C'est un cambouis. C'est infâme. Vraiment. Allez, ciao.